Bonjour, bonsoir à tous et toutes et bienvenue dans ce 34e épisode de Kiss My Ace, le podcast de Jeux Blancs. Jeux Blancs que vous pouvez retrouver sur tous ces réseaux, Twitter, Instagram, même Blue Sky maintenant, et aussi bien sûr sur son site internet, où en ce moment on parle plutôt de sujets de fond, mais quand la saison va reprendre, il y a toute l'actualité là-bas aussi. Aujourd'hui, on se retrouve non pas pour un bilan comme les semaines précédentes, mais pour parler de 2025 et faire des petites previews de ce qu'on pense de ce qui va se passer l'année prochaine. On commence avec les hommes, avec la preview de l'ATP. Bien sûr, la semaine prochaine, il y aura toute la preview de la partie féminine WTA, évidemment. On n'oublie pas le circuit féminin. Mais pour parler du circuit ATP, bien sûr, je ne serai pas seul, je serai accompagné de Thomas pour commencer. Est-ce que ça va, Thomas? Bah écoute, salut Auguste, salut tout le monde. Oui, ça va très bien. Très hâte de parler de la preview ATP et surtout de revenir de revoir à nouveau du tennis parce que ça commence à faire un peu long. Bien sûr, parce que là, au moment où on parle, où on enregistre, le tennis revient exactement dans 12 jours, le 27 décembre, avec la United Cup en Australie, puis après tous les 250 et 500 peut-être plus chez les femmes vont reprendre un peu partout, que ce soit Hong Kong, Auckland, Adélaïde et consorts. Et avec nous, nous avons aussi PH. Comment ça va, PH? Eh ben, ça va très bien. Bonjour Auguste, bonjour Thomas et bonjour à tous ou bonsoir, ça dépendra à quelle heure vous nous écouterez. Un plaisir. Très bien. Donc, on va pas perdre plus de temps. Au programme, on va commencer par parler des grosses têtes du circuit masculin. Puis après, on fera un petit tour du paysage français. Puis on terminera cette émission en vous donnant notre petit joueur frisson ou le joueur surprise qu'on pense qu'il va péter ou aller au-delà des attentes en 2025 pour bien conclure cette émission avec un peu de frisson et de fantaisie tennis. Mais avant ça, on commence avec les joueurs stables, les joueurs constants. Et en parlant de ça, on peut commencer avec nul autre que le numéro 1 mondial, Yannick Sinner. Yannick Sinner qui sort d'une énorme saison niveau palmarès et résultats, avec plus de 70 victoires, deux grands chelems, trois Master 1000. Et donc, bien sûr, les attentes pour 2025 vont être très hautes, parce que bah, on attend un Yannick Sinner au rendez-vous et qui doit encore confirmer son statut de numéro 1 mondial dans la durée. Puis il va commencer très fort parce qu'il va être tenant du titre à l'Open d'Australie dans un gros mois, au moment où on enregistre. Vas-y, je te lance tout de suite, Thomas. Qu'est-ce que tu attends de Yannick Sinner cette saison? Ça va être très simple, hein. Qu'il nous fasse le grand chelem en carrière. Hein, je vais dire les termes, hein, parce Déjà? que ah bah après tout pourquoi pas, hein, on sait pas, hein. Franchement, là il a sorti une saison all-time du même niveau que Djokovic 2011. Ok, il a moins de titres, il a moins de Masters 1000, mais bon, il finit la saison en trombe alors que Djokovic était justement essoufflé à partir justement du Masters de Paris-Bercy, de Cincinnati, je crois aussi. En 2011, il finit avec le même pourcentage de victoires. Il y a, il est dominant sur toutes les surfaces. Maintenant, lui prendre un set, c'est devenu une épreuve. C'est devenu vraiment, c'est devenu littéralement le bout du tunnel. Donc là, il gagne l'US Open, il gagne le Masters. Il y a absolument personne qui peut le museler. Je vois personne qui peut l'inquiéter, à part Alcaraz. Mais Alcaraz, on l'a vu, on en reparlera après, mais c'est court alternatif. Donc ouais, pourquoi pas le Grand Chelem calendaire. Déjà, voir l'Open d'Australie, évidemment, l'objectif numéro un, c'est faire le doublé. Mais en soi, il a le jeu partout, il peut être bon partout, on l'a vu. Il perd contre Alcaraz. Le seul souci, ça peut être le physique. Voilà, il perd contre Alcaraz, il est complètement bouilli en demi-finale à Roland-Garros. À Wimbledon, il a une sorte de maladie, il est complètement dedans contre Medvedev en quart, mais il arrive quand même à aller en 5-7. Donc en fait, il a juste la dernière étape pour lui, c'est de réussir à gagner les combats au couteau en 5-7, parce que sinon il domine déjà 99,999% des joueurs. Et s'il arrive à vraiment créer la différence et à continuer à être injouable comme il est actuellement, il n'y a pas de raison qu'il puisse pas au moins taper un, deux, trois grands chelems. Donc évidemment, quand je dis grand chelem calendaire, c'est sûr que ça reste un peu utopique, mais bon, en soi, Djokovic n'est pas passé loin à de multiples reprises. Sinner est un peu du même calibre actuellement, donc pourquoi pas finalement. Voilà.
Bah, c'est sûr que quand on regarde Sinner, on a l'impression que ce soit dans l'attitude ou dans la froideur dans laquelle il exécute un peu de tout le monde, que c'est un Joko avec 15 ans de moins. Donc c'est sûr qu'avec la confiance qu'il a, il y a un peu, comment dire, l'avance tennistique, à part sur Alcaraz, qu'il a sur tout le monde, ça peut être un objectif, même si personnellement je pense que c'est encore un peu tôt pour parler de ça. Parce que une saison c'est long et comme tu l'as bien dit Thomas, niveau physique il peut avoir quelques soucis et puis, il est jamais à l'abri d'un Alcaraz, Djoko, Zverev ou un Medvedev, chaleur sur un grand chelem qui pourrait lui priver de cet énorme accomplissement. Mais après, sinon, si on parle pas de ça, bien sûr, c'est ce qu'on attend d'un Sinner hein, qui reste numéro un mondial, qui prenne au minimum un grand chelem, mais on va plus taper sur deux au minimum, et puis au moins, enfin, sur le même standard que 2024, hein, au moins deux trois Master 1000, et puis surtout qu'il ne se blesse pas et qu'il reste constant de janvier jusqu'à novembre et qui maintiennent. Alors, est-ce qu'il refera une saison à 70 victoires? Je ne pense pas. Parce que bah, c'est un accomplissement très très dur et que je pense que de toute manière il va alléger son calendrier et que de toute façon il ne pourra pas atteindre les 70 victoires euh, pour jouer que les tournois très importants. Euh, mais oui, on attend une saison encore du calibre de 2024. Maintenant qu'il a montré et qu'il pouvait le faire, maintenant faut réussir à le répéter. C'est peut-être ça le plus dur. PH, toi, est-ce que tu nous rejoins ou est-ce que tu as d'autres attentes sur Sinner? Non, je vais vous rejoindre. Ça va être du coup un peu redondant, mais dans la caste à laquelle il appartient maintenant, c'est pour moi le grand minimum, c'est un grand chelem, un Masters 1000 par an. Je vois pas honnêtement ce qui peut l'empêcher de refaire une saison similaire à celle de cette année pour 2025. Vu l'état de la concurrence, Djoko, on en reparlera. Alcaraz, Thomas l'a bien dit, il est un peu sur courant alternatif. Les autres, c'est quand même assez loin derrière. Donc non, je vous rejoins complètement. Il faut qu'il nous ressorte une grosse saison, qu'il tienne son rang de numéro un et qu'il aille chercher au moins un grand chelem de plus. C'est le minimum. Ouais, je suis bien d'accord. Je vais rester avec toi, PH, pour maintenant pour parler de son rival, Alcaraz, qui, qui sort une grosse saison 2024 tout de même avec deux grands chelems et le doublé Roland-Garros, Wimbledon, qui on sait est toujours très dur à faire. Mais on l'a aussi vu un peu faiblir à des moments, notamment en fin de saison. Qu'est-ce que tu attends de Carlos et est-ce que tu penses qu'il peut aller chercher Sinner et notamment sa place de numéro un mondial? Eh ben déjà pour Carlos, Thomas en parlait, mais Carlos est quand même beaucoup plus près. S'il gagne l'Open d'Australie, il fait déjà le Grand Chelem en carrière et je crois que ça serait avec plus de 2 ans d'avance sur Rafa qui est le recordman. Je crois qu'il avait 24 ans. Mm. Ouais, Donc déjà pour moi, ça c'est un objectif qu'il doit avoir en tête et qui arrive très vite. Donc ça le fera encore plus rentrer dans l'histoire de son sport et ça serait un accomplissement logique dans sa progression. Ensuite, bah, on est sur les mêmes bases que Sinner. On va attendre de lui qu'il gagne en Grand Chelem. Un, peut-être deux, peut-être trois, peut-être un petit Chelem cette année pour Alcaraz. En fait, le problème, ça va être ça, trouver une régularité. On est tous d'accord là-dessus. Sinner a réussi à la trouver sur cette année 2024. Alcaraz, c'est encore par coup. Alors après, quand tu vois les coups, c'est quand même monumental, pardon. Quand tu vois sa finale au JO, la finale de Wimbledon, où en fait, l'an dernier, il arrive avec quelques matchs sur gazon, il arrive à taper Djoko un peu à la surprise générale. Là, cette année, en fait, il le matraque. Donc on va attendre qu'il tienne son rang et qu'il trouve enfin de la régularité. Par rapport à Sinner, il n'est pas encore à l'aise partout. On voit bien qu'il y a des surfaces ou des tournois où il n'est pas encore à son plein potentiel, bah, notamment l'Open d'Australie, c'est pour ça que ça va être intéressant. Le Masters aussi en fin de saison, c'est pas toujours évident. Donc voilà, trouver de la constance, continuer de nous régaler, et puis bah, engranger les titres parce qu'en fait, c'est une machine à gagner, Alcaraz, tout simplement.
Ouais, bah, il avait lui-même dit qu'il y a certaines surfaces où il est pas très à l'aise, notamment sur du indoor, où il a dit qu'il a que trop peu de matchs là-dessus et qu'il doit encore prendre en expérience sur cette surface. Et c'est vrai que pour le Master en fin d'année, ça peut être gênant, vu que ça se joue toujours sur cette surface. Mais sinon, oui, là, je te rejoins aussi où il faut qu'il trouve de la constance. Moi, c'est pas vraiment sur les résultats, mais plus sur sa présence. Parce que généralement, on sent que une fois que l'US Open, et j'ai même envie de dire, quand Wimbledon est passé, généralement, on a vraiment une grosse baisse pour Alcaraz. Au minimum, quand la tournée en Asie démarre, on sent une baisse, ou en tout cas un peu plus des montagnes russes pour Alcaraz, contrairement à ce qu'a fait Sinner cette année où il a gagné, peu importe la période de la saison. Mais moi, voilà, j'ai vraiment envie de voir une saison pleine d'Alcaraz, vraiment de janvier à novembre, où il excelle au même niveau. Bien sûr, il a le droit de perdre de temps en temps contre des adversaires sur le papier moins forts, enfin, comme on l'a vu cette année, je sais pas, contre Draper, contre Paul avant. Voilà, mais au moins que sur un bon 80-85% des tournois qu'il dispute, de janvier à novembre, il excelle et il fasse au moins une demi. Et puis, t'en parlais aussi, c'est vrai que ce rendez-vous à l'Open d'Australie, où il me semble qu'il a encore trois chances, enfin, entre 2024, 25 et 26, s'il prend l'Open d'Australie à un de ces moments-là, il devient le joueur le plus jeune à faire le Grand Chelem calendaire en carrière, enfin avoir les quatre grands chelems. Euh, donc oui, ça peut être un rendez-vous pris. Et si en plus le tableau pouvait aider et que on pouvait se retrouver avec une finale contre Sinner, ça serait encore super. Mais bon, ça, on verra ça dans quelques semaines. Thomas, Je pense que, ouais, pour finir, je pense que même l'Open d'Australie 2027, il y a moyen que pour quelques mois ça passe, vu qu'il est du mois de mai, que c'est au mois de janvier, il y bon, a oui, potentiellement moyen que ce soit aussi dans la boucle. Donc ça fait encore oui, beaucoup de chance. Ça serait limite bizarre qu'il ne le fasse pas, vu le ouais, nombre d'opportunités qu'il a et le niveau qu'il a ouais, actuellement. c'est Vas-y Thomas, c'est sûr que je ça ne veux pas serait te couper. bizarre. Et puis vas-y, ouais, Thomas, vas-y, je te laisse la parole sur Alcaraz. Moi, je suis d'accord dans l'ensemble avec ce que vous avez dit, donc sur le fait que oui, il doit trouver plus de constance, que vraiment son objectif c'est de faire une saison un peu plus pleine que les deux dernières saisons qu'il a faites, parce que les deux dernières saisons, tout est condensé entre Indian Wells et Wimbledon, hein, on est d'accord, à part l'US Open, mais bon, à part ça, vraiment, quand on regarde ses parcours dans les Masters 1000, on voit vraiment que les 5 qu'il a gagnés, c'est entre Indian Wells et Madrid, et que pour le reste, il en a gagné aucun. Mais là où je pense qu'il y a un gros travail à faire pour Alcaraz, c'est sa gestion des tournois, c'est-à-dire surtout sa gestion de son calendrier. Il faudrait qu'il arrête en fait d'être con. Voilà, je vais le dire très simplement, d'aller chercher toutes les Tu parles exhibitions partout. d'exhibition, hein. Voilà, des Voilà, on exhibitions, y même arrive, hein. la tournée en Amérique du Sud. Enfin, t'as tes numéro 3 mondial, t'as autre chose à faire que d'aller grappiller des points et du pognon en Amérique du Sud. Surtout que les deux dernières fois qu'il a fait ça, il s'est blessé. Donc, on se rappelle en 2023 contre Nori où il se blesse en finale. Enfin bref, c'est ridicule. Juste après, il se flingue la saison. Là, si on regarde ses deux dernières saisons, 2023-2024, il a pas participé à Monte-Carlo. Et il a raté Rome aussi. Donc, à un moment, je suis désolé, faut savoir, faut savoir retrouver le sens des priorités. Alcaraz, là où il excelle, c'est les surfaces lentes, slash, donc sur dur lent, slash terre battue. Il est aussi très bon sur gazon, donc sur surface rapide, là où il peut exprès, enfin, il peut de montrer toute sa palette créative. Donc là, ce qu'il faut viser, oui, c'est l'Open d'Australie, oui, c'est le triplé Indian Wells, parce qu'il a deux titres de suite. Mais ensuite, c'est pas se blesser, faire que Miami et viser que les Masters 1000 d'Indian Wells à Rome. Faut qu'il arrête d'aller faire 3000 tournois intermédiaires. Il faut carrément qu'il se concentre sur les plus gros tournois. Il faut qu'il nous fasse. Il a le potentiel pour détruire tout le monde sur terre battue. Sur Madrid, on l'a vu, il est quasiment injouable. Là, la saison dernière, évidemment, il était en méforme, il a quasiment pas fait de tournée terre battue. Et il arrive, il prend Roland. Donc, c'est un joueur qui est censé au moins avoir Rome. Je sais pas, il est au moins censé prendre un Masters 1000 sur terre battue chaque année.
s'il fait pas n'importe quoi. Donc, ok, il doit trouver de la constance, mais surtout, il doit arrêter d'aller n'importe où. Il doit faire une grosse première partie de saison. Jusqu'à Wimbledon, il doit vraiment être bah, dans les top 2, top 3 chaque tournoi, parce qu'il en a le potentiel. Au pire, c'est pas grave s'il commence à décliner un petit peu à partir de la tournée asiatique et tout, parce que de toute façon, c'est pas pour lui, c'est pas ses conditions de jeu. Donc, au pire, il progressera au fur et à mesure des années, il prendra de l'expérience, il saura moduler son jeu, mais actuellement, le but, c'est d'engranger sur les tournois où il est favori, archi favori à chaque fois. Et là, depuis 2 saisons, c'est pas ce qu'il fait. Et c'est pour ça qu'à la fin de la saison, bah, en fait, on se retrouve avec un Zverev devant Alcaraz au classement ATP. Parce que Alcaraz est bien meilleur, mais il remporte 2 grands chelems, mais bah, derrière, il rate tellement d'opportunités. Monte-Carlo-Rome, le Canada cette année, que bah, finalement, voilà. Moi, ce que j'attends, c'est qu'il fasse, comme vous l'avez dit, comme vous trouvez plus de constance, trouver au moins un grand chelem, je dirais, un grand chelem minimum. Mais derrière, bah, faire des grosses saisons entre l'Open d'Australie et Wimbledon, il doit être là sur tous les tournois importants. Voilà. Est-ce que la gestion de son calendrier, elle n'est pas à l'image du calendrier en lui-même, dans le sens où en fait tout est fait pour que le pic soit entre, on va dire, Monte-Carlo et Wimbledon, et que du coup après, bah, l'intérêt baisse de manière générale. Pour certains joueurs, c'est l'occasion d'empocher des titres que tu gagnerais pas sur les gros tournois de début de saison, comme Carreño Busta, comme Popyrin, etc. Et que du coup, au-delà de ses capacités sur certaines surfaces, en fait, il n'est pas déjà beaucoup calqué là-dessus, alors que peut-être comme un senior, il devrait plus se bourlinguer et attendre ses plus vieilles années pour condenser autant, quoi. Il est déjà dans le calcul finalement, à l'âge qu'il a. Ouais, il est déjà dans le pognon aussi à l'âge qu'il a, hein. Le mec, il est multimillionnaire, Oui, oui, bien sûr. mais en fait, oui, t'as raison, je pense que c'est ça, mais je pense aussi que, ben, je pense qu'il est mal aiguillé par ses coachs et que là-dessus, même s'ils font un gros travail de fond vis-à-vis de son physique, etc., je pense qu'au niveau des priorités, Bah, ça c'est quand suffit même un pas, problème. clairement. C'est quand même un problème. Il Il n'est rate pas trop de censé. tournois, le gars. Bah, c'est ça, il rate des tournois parce qu'il s'est blessé dans les tournois mineurs juste avant ou qu'il est trop fatigué. Donc, parce que c'est un joueur créatif, Alcaraz. Il a besoin de. Il a des pics de forme quand justement, bah, il est pas trop. Il a pas trop enchaîné les tournois quand il est un peu dans la zone. C'est par pic, c'est toujours par palier d'intensité, Alcaraz. C'est jamais une ligne constante comme Sinner. Et est-ce qu'il est capable de faire comme Sinner? Bah, je suis pas sûr finalement. Moi, je pense que déjà, Pas s'il sûr veut non plus. essayer de faire comme Sinner, bah, c'est déjà limiter ses tournois et se concentrer sur les plus grosses échéances. Arrêter d'aller faire des petits tournois Mais où il se blesse, quoi, par exemple. Voilà. Mais par contre, à la différence de Sinner, c'est que lui, quand il est en pic de forme, il détruit l'entièreté de la Ah bah planète, il est quoi. injouable, il est injouable. Sinner, il le C'est-à-dire qu'il broie, arrive à il broie tout le monde. Roland, il te casse tout. Il arrive à Wimbledon, il casse tout. Au JO, ça passe pas loin. Enfin, c'est assez exceptionnel quand même ce qu'il nous fait. Et De toute est-ce que façon, c'est 13. pas bien aussi qu'on ait un mec, oui, pardon, excuse-moi, Non, vas-y. qu'on ait un mec qui justement on marche par coup, un autre un peu constant, et du coup ça offre une dualité qui est intéressante. On n'a pas les mêmes types de joueurs, même dans leur façon de jouer aussi, ça rend l'opposition encore plus intéressante, quoi. Mm. Bah, à la fois, je te laisse rebondir après, Auguste, hein, mais je vais parler de ça aussi. À la fois, je suis d'accord avec toi, PH, sur le fait que oui, justement, ça crée une dualité déjà dans leur style de jeu et en même temps dans leur gestion du calendrier, leur gestion des tournois. On a un mec vraiment solaire qui fonctionne vraiment par à-coup et l'autre qui fonctionne de façon linéaire très froide. Mais je pense que ça les dessert aussi, enfin, ça nous dessert vis-à-vis de leur rivalité parce qu'on les voit pas souvent ensemble, du coup. On les a toujours pas vus en finale de Grand Chelem. Là, cette année, on les voit quelques tournois, ils sont Ni en affrontés trois finale de fois. Masters 1000. Ni en finale de Masters 1000, on les voit tout le temps en demi, on les voit voilà, en finale peut-être un Masters 1000. Ouais, un Masters 1000, je sais pas si non, on les a même pas vus, je crois. Un Masters Non, 1000 non, cette année. Masters 1000, non, Masters non plus. On Voilà. a vu 500 et 250, je crois. Voilà. Et je pense Et que 500, on a ben attendu le mois de septembre-octobre, là, hein. Ça a mis un peu de temps à arriver, quand même. ouais, ça c'est la faute d'Alcaraz entre guillemets, c'est parce que il est pas assez constant dans les tournois en général et voilà donc Bah, et puis, bon. il y a un truc aussi, c'est que Joko, enfin, entre guillemets, il faussait un peu le truc parce qu'ils étaient jamais tête de série 1 et 2. Donc, il y en avait Aussi, toujours un dans le tableau de l'autre. Et en Grand Chelem, tu pouvais pas te croiser en finale, du coup. Donc, c'est ça. avec le déclin, j'allais dire Ouais, déclinaison, c'est pas du tout ça. Et que le déclin de Novak, du coup, ça va faire en sorte qu'il soit 1 et 2 plus régulièrement. Et là, ça peut être plus intéressant. je suis d'accord. Qu'est-ce que t'en penses, Auguste? Ouais, bah là, je vous rejoins. Et puis, surtout pour les exhibitions, il en joue beaucoup trop. Là, il en a encore fait une là, avec de Tiafoe à Charlotte il y a quelques jours.
Alors que l'intersaison au tennis est très courte et qu'il devrait plus penser à se reposer ou aller à l'entraînement pour travailler fond de jeu ou du fond physique au lieu d'aller jouer contre Tiafoe. Mais bon, bref. Mais surtout, après, il ne peut pas se plaindre du calendrier trop chargé quand tu te rajoutes au moins facilement une quinzaine de matchs avec les exhibitions et les. Enfin, et je compte aussi tout ce qui est Lever Cup ou UTS ou voilà, enfin, les choses où tu n'as pas vraiment besoin de jouer à des moments où tu pourrais prendre ça comme du repos. Mais bon, bref, il joue, et puis oui, je pense que c'est un joueur vraiment qui est vraiment là, enfin, en même temps pour le jeu, mais aussi pour l'argent, parce que en faire autant, il y a forcément du business derrière, et puis pour tout ce qui est Rio, Buenos Aires, etc. Alors, je n'en sais rien, mais je serais pas très étonné de lire qu'il y a un contrat comme pouvait avoir un Federer, par exemple, à, à Bâle, où ils seront forcés de venir, mais pour un gros chèque derrière, en plus du prize money. Donc c'est une possibilité aussi. Mais oui, pour moi, si Alcaraz veut faire une grosse saison, ou enfin une grosse saison, c'est surtout constante, il faut qu'il stoppe de jouer dans des tournois mineurs. Quand tu es dans alors, même si là il n'est pas numéro 2 mondial, mais si quand tu es dans les deux meilleurs joueurs du monde, tu peux pas te permettre d'aller jouer à droite à gauche pour n'importe quoi, si tu veux continuer à l'être, parce qu'on le voit bien, et même encore maintenant, tous les joueurs qui jouent à droite à gauche, au mieux, c'est huitième mondial, mais généralement, c'est même en dessous. Si on prend l'exemple d'un Rublev, qui est pour moi l'exemple parfait du joueur qui joue trop par rapport à son statut, on le voit, à un moment, il joue chaque semaine, il est lessivé, en plus de tous les problèmes psychologiques qu'il peut avoir sur le terrain où il s'énerve beaucoup trop souvent. On avait déjà parlé de ça la dernière fois. Euh, mais et donc, du coup, ça l'épuise et ça le limite pour entrer à son échelle dans le top 5. Et pour Alcaraz, même si lui il est dans le top 5 depuis longtemps, ça le freine aussi dans l'ascension à la place de numéro un mondial actuellement, et à l'ascension de prendre toujours plus de Master 1000 et de Grand Chelem, et surtout hors période, ouais, bah, comme tu as dit Thomas, entre Indian Wells et Wimbledon, où c'est là où la surface a l'avantage le plus. Euh, et donc, oui, je reste d'accord avec vous sur le fond. S'il veut plus performer sur toute l'année, il faut qu'il arrête de jouer des matchs qui ne servent à rien, parce qu'en soi, que ce soit physiquement ou dans la main, il a déjà tout. C'est pas un problème de préparation ou de talent. C'est juste un problème de planning et de priorisation des événements. Mais donc voilà, faut que lui, avec son entourage, qui connaît très bien, fasse le choix, si c'est ça son objectif, de faire une croix sur certains tournois, même si je pense que tennistiquement et humainement, il adore jouer à Rio, par exemple, parce que bah, tout le monde est derrière lui. Il doit sentir une chaleur humaine très agréable, et qu'il doit kiffer jouer là-bas. Mais à un moment, professionnellement parlant, c'est plus rentable d'aller là-bas. Donc, il faudrait peut-être faire une croix. Exactement. La question qui se pose surtout en découlant de ça, c'est en fait une gestion de calendrier idéale, ça serait quoi? Parce que Alcaraz, on voit bien, vous l'avez dit, qu'il y a trop d'exhibitions. Est-ce qu'il n'a pas été aussi matrixé par le Big Free qui a très vite dit on se concentre sur les grands chelems, il faisait aussi pas mal d'exhibitions, donc
t'avais moins ce goût pour les Masters 1000, surtout dans les dernières saisons. Est-ce que c'est prendre comme un Zverev ou un Roublev qui joue beaucoup, mais finalement on voit bien qu'il leur manque un truc pour gagner les grands chelems? Est-ce que c'est comme Sinner où il est hyper régulier, mais en même temps, il peut peut-être pas faire tous les ans les saisons qu'il a fait cette année? C'est pas une question qui est hyper simple. En fait, là, on pointe du doigt le calendrier d'Alcaraz, mais en fait, à la fin de sa carrière, peut-être qu'en faisant ça tous les ans, ça lui suffira pour avoir une carrière plus all-time que 95% des joueurs et même des légendes du jeu. Donc, c'est pas une question hyper simple à aborder, je trouve. On verra. L'avenir nous donnera des réponses là-dessus, mais c'est pas évident à Ouais, bien sûr. décoder, je trouve. Bien sûr, c'est pas simple. Et puis ça, après, ce qu'on dit, ça répond à nos attentes de le voir vraiment plus constant de janvier à novembre, mais ça se trouve que pour lui, c'est pas son objectif du tout, et que lui, ça lui va très bien d'être très fort de mars à juillet, et que entre, enfin, que avant et après, s'il perf, tant mieux. Et s'il perd en huitième, tant pis. Mais si ce format lui va, tant mieux pour lui. Mais tout est une question aussi d'objectif et de souhait. Mais, mais ça, après, là, ce qu'on dit, c'est pas forcément son souhait aussi. Ouais, ouais, clairement. Clairement. Donc voilà. Maintenant qu'on a parlé des deux jeunes les plus chauds du circuit, on va aller parler du vieux briscard, du vieux papy, Novak Djokovic, il est sorti d'une année où il a enfin eu sa médaille d'or au JO, mais à part ça, qu'il n'a gagné aucun autre titre, fait rare, fait qu'on ne pensait jamais prononcer un jour, vu l'ampleur de sa carrière. En 2025, là, donc, il aura 37, non, 38. Il va, Oui, il aura 38 en mai, il va ouais. se- donc, l'année de ses 38 ans, où il s'est fait un petit kiff en prenant Andy Murray comme nouveau coach, donc, chose qui a retourné la planète tennis à ce moment-là, enfin, au moment de l'annonce. Euh, Maintenant que Djokovic a tout gagné, enfin, tous les tournois possibles de la Terre, les plus prestigieux possibles, sont dans la poche de Novak Djokovic. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Parce que on le sait, c'était un objectif pour un triathlon, mais faire le Grand Chelem calendaire actuellement, ça paraît très dur de l'imaginer. Est-ce que son objectif, c'est d'aller choper au moins son 25e Grand Chelem? Est-ce que c'est juste de prendre plaisir? Qu'est-ce que vous en pensez, vas-y, Thomas? Je te lance. Qu'est-ce que tu attends de Novak Djokovic cette saison? Moi, j'attends qu'il chope, oui, le 25e. Voilà, le 25e Grand Chelem, record absolu. Voilà, comme ça, tout le monde arrêtera de nous faire chier avec le record de Margaret Smith Court, là, qui date des années 1810, hein. C'est faux, mais voilà, c'est un peu l'idée. Voilà, enfin, personne disait ça quand Federer était recordman de Grand Chelem. Personne disait ça quand Nadal. Enfin, bref, on a mis ça parce que Djokovic a remporté les records, on va dire. Il a commencé à venir mettre un peu de sel dans les conversations tennis. Donc voilà, il sera au record all-time, tant mieux. Puis après, bah, vieux père, prends ta retraite, hein. Je vois pas ce qu'il a d'autre à faire, hein. Il a fini, il va avoir 38 ans. Physiquement, ça va pas s'améliorer d'année en année. On l'a vu, il a baissé physiquement cette année. Il a vraiment pas eu de chance sur sa saison aussi, hein. Il a eu des blessures qui ont fait que, bah, justement, il a pas pu vraiment jouer à son meilleur niveau aux périodes pic de Grand Chelem. Malade à l'Open d'Australie, Roland Garros, il se blesse alors qu'il avait vraiment réalisé des matchs de fou contre Musetti et contre Cerundolo. À Wimbledon, il revient, il se fait sécher par Alcaraz en finale. C'est beaucoup trop tôt. Il vient de se faire opérer du genou un mois avant. L'US Open, il est plus dedans. Il vient de gagner les JO. Donc voilà, son pic de forme, il n'a pas réussi à le construire cette année pour les grands chelems en fonction de circonstances diverses. Je pense que cette année, il n'y a pas les JO. Il a vraiment fini le jeu. Il va y aller. Il prend une Murray. Il se dit, je vais me faire un dernier kiff. Je vais tout donner. Je vais tout donner pour les grands chelems. Je pense qu'il va vraiment être concentré comme pas possible pour les grands chelems. Il va vraiment faire que ça. S'il perd en début de Masters 1000, s'il perd au Masters 1000, limite, on s'en fout. Je pense que lui, il s'en fout aussi. Il veut juste garder une place correcte pour arriver au moins en quart contre Alcaraz ou Sinner, par exemple. Et là, son but, ça va être de sécher l'un des deux, si ce n'est les deux, hein. Sécher l'un des deux.
et aller choper le 25e. Pourquoi pas 20, pourquoi pas plus, hein. Il aura 4 chances cette année. Mais je pense que s'il arrive à en choper un, peut-être qu'il fera une retraite à la Sampras, donc au pic de sa gloire. Il aura 38 ans. Bon, physiquement, il pourra pas faire mieux. Donc, est-ce que après l'appétit du champion sera aussi démesuré que Federer et Nadal? Bah, on verra bien. Mais pour moi, oui, un dernier grand chelem. Puis en vrai, il peut passer l'arme à gauche. Voilà. Bisous, Joko. Ouais, enfin, que au niveau. Passer l'arme à gauche, c'est dur, hein. Il va pas être Oui, dans un cercueil, le cousin. c'est Ah ça. bah, moi, ça va être un deuil pour moi. Oui, mais un deuil tennistique, bien sûr, on lui souhaite pas la Ah mort. bah non, évidemment, On lui évidemment, souhaite une évidemment. longue vie, on Évidemment, lui souhaite une longue vie, il est on qu'au lui souhaite début, là. une longue vie à Novak, hein, évidemment. Oui, donc bah, je suis d'accord avec toi, Thomas. Je pense que l'objectif de Djoko, ça va être de prendre son 25e Grand Chelem, où il aura, je pense, deux chances à Melbourne et à Wimbledon, parce que le reste, ça m'a l'air un peu verrouillé. Entre l'US Open qui est de plus en plus ouvert et où Sinner, de toute façon, a l'air un peu au-dessus de la mêlée, et Roland Garros, où il y a beaucoup de spécialistes sur Terre, et on l'a vu cette année, il a galéré contre Musetti et Cerundolo, il a dû sortir les grandes rames de Belgrade pour s'en sortir dans la grande douleur. D'ailleurs, il n'a pas pu finir le dernier Roland, il a déclaré forcé avant. Mais entre Melbourne, qui est sa maison, et là où il est le plus frais, et Wimbledon, qui ne demande pas d'énormes efforts physiques, avec des échanges assez rapides, je pense que là, il a encore du jus et des chances. Mais après, il faut pas non plus trop l'enterrer. Je pense, Djoko, même si il fera pas énormément de tournois cette saison, je pense, euh, mais quand il sera là, ce sera encore une menace. Je pense qu'avoir Murray à côté de lui, ça va vraiment lui donner une motivation supplémentaire d'être là, d'avoir un ancien rival, mais je suppose maintenant ami à côté de lui tout le temps et de plus voyager sans coach, sans staff. Même si perso, je doute un peu de cette association parce que moi, à un moment de cette annonce, j'ai été très surpris. Déjà parce qu'il y a deux hommes du Big Four ensemble maintenant en relation joueur-coach. Mais surtout, là où j'étais surpris, c'est que je me demande qu'est-ce que Murray va pouvoir apprendre et inculquer à Djogo. Parce que pour moi, en tant que joueur, tout ce que faisait Murray, Djoko le faisait en trois fois mieux. Donc, je ne comprends pas où va avoir comment dire, soit une passation ou au moins de l'apprentissage. Parce que pour moi, Djoko a rien à apprendre de la part d'Andy Murray. Après, s'il a pris Murray juste pour avoir un entourage et que dans la tête et que socialement, tout ça se passe bien, très bien, et tant mieux pour lui, mais tennistiquement, je vois pas qu'est-ce que Murray va lui apporter. Mais bon, ça on le verra dans les prochains mois. Mais oui, même si pour le coup, vu qu'il a terminé le jeu, je mets plus aucune attente autour de Djokovic parce que parce que sa carrière est derrière lui maintenant et que tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va prendre en plus, c'est que du bonus. Donc voilà, enfin bref. Djoko, j'attends juste de le voir prendre du plaisir. S'il peut prendre un grand chelem, tant mieux, pour qu'il termine sur un compte rond à 25. Euh, et juste nous le voir, nous donner encore quelques matchs classiques, que ce soit contre Alcaraz, Sinner ou même moins, hein, parce qu'en soi, tous les Djoko contre Musetti qu'on a eu en 2024 étaient tous de très bonne facture. Et il n'y a pas besoin d'avoir une star en face pour avoir un grand match. Donc, juste qu'il nous sort plusieurs grands matchs dont lui seul a le secret, ça me remplira totalement de joie et ça me suffira amplement pour célébrer Djoko cette saison. Voilà. PH, vas-y, tu peux nous expliquer ce que tu attends de Djokovic cette saison. Bah, vous avez à peu près tout dit. Je pense que là, sur comme Sinner Alcaraz, on est à peu près tous d'accord. Moi, je trouve qu'il y a un côté The Last Dance, en fait, pour 2025 pour Novak, du fait de son titre
au JO et de ce qu'il a montré sur la saison et notamment ses matchs contre Alcaraz et Sinner. À part le 25e, je vois aucun autre objectif sur la saison. Je pense qu'il va tout miser là-dessus. Est-ce qu'il va le réussir? Je suis vraiment pas sûr. Euh, parce que à l'Open d'Australie, c'est là où il a le plus gagné. Alcaraz est peut-être encore un peu tendre sur ce tournoi, mais quand bien même il arrive à le passer, il faudra passer Sinner derrière et c'est pas du tout garanti. Roland Garros et Wimbledon, j'y crois pas. Et l'US Open en fin de saison, peut-être pas non plus la meilleure option. Donc voilà, pour moi, c'est le 25e, ça va être le seul objectif de la saison et c'est là que ça va être intéressant pour nous, fans de ce sport, de le regarder. Ça va être sur les quatre grands chelems, on va voir ce qu'il en fait. S'il gagne le 25e, ça va vraiment pour moi acter sa retraite à la fin de la saison. S'il le gagne pas, peut-être qu'il se dira, je pousse une année de plus que j'ai vraiment envie d'aller le chercher. Je sais pas, mais en tout cas, il doit partir sur un titre en Grand Chelem pour moi, pas forcément partir à la fin du tournoi. S'il le gagne à Roland et qu'il veut continuer jusqu'à l'US, il n'y a pas de souci. Mais vu que pour moi, ça va être une dernière danse, il faut qu'il fasse comme Michael avec les Bulls en 98, il faut qu'il aille chercher un gros titre. Donc voilà, le 25e en ligne de mire. Et je suis totalement d'accord avec vous. Même si Michael a terminé avec Washington, hein. Je sais que ça tue de Certes, le dire, mais il a certes. joué avec les Wizards. Bref, on s'égare de sport, mais voilà, c'est important de le noter. Donc, si Djoko veut terminer sa carrière à Anvers en perdant contre Gilbert, il convient de lui face. Maintenant qu'on a fait le tour de trois grosses têtes, on va parler un peu français. On va un peu faire le tour du paysage francophone, où en 2025, du coup, on démarre avec deux joueurs présents dans le top 20, avec Hugo Humbert qui est 14e mondial et Arthur Fils qui est 20e. On va commencer avec Hugo Humbert qui nous a fait une saison en dents de scie, avec des très hauts et des très bas, mais les très hauts étaient vraiment hauts, où il prend notamment plusieurs 500 et il nous fait finale à Paris-Bercy en sortant un Alcaraz avant dans un match phénoménal. Bien sûr, cette fin de saison du Guingamp nourrit quelques espoirs, même si on sait que ces dernières années, nourrir des espoirs que le tennis français, c'est jamais simple et souvent synonyme d'être déçu à la fin, malheureusement. Mais bon, c'est le jeu. Avec cette fin de saison, est-ce qu'on a envie de croire en Hugo Humbert au moins enfin, au moins sur le premier trimestre et jusqu'à ce que la table battue arrive? Thomas, est-ce que tu penses que Hugo Humbert, au moins sur les deux, trois premiers mois, peut faire quelque chose et au moins confirmer son statut de top 15 mondial? Pour être très clair, j'y crois absolument pas, hein. Vraiment, pour moi, Humbert, il a montré en fait le plafond qu'il peut atteindre. Top 13, top 14, top 15, mais jamais top 10. Jamais top 10, c'est impossible. C'est un joueur qui est très bon sur surface rapide, donc il est bon sur Paris-Bercy, il est bon sur gazon. Le gazon, ça représente bah, même pas un tiers de la saison. Sur terre battue, c'est une quiche. Il a fait quart cette année à Monte-Carlo, on sait pas pourquoi, mais il a réussi, mais voilà. Enfin, événement, mais je pense qu'il le refera. S'il le refait une fois dans sa carrière, ce serait exceptionnel. Avant, c'était premier tour. À l'Open d'Australie, il a montré toujours enfin, toujours des bons résultats, mais bon, après, derrière, ça tombe quand même sur les gros couteaux. Dès qu'il tombe sur Urkach, il perd. Avant, il tombait sur des Kyrgios, il perdait. Des Runeux, il perdait. Bon, c'est un joueur qui vraiment peut briller sur un, 2, 3 tournois. Il brille souvent, mais dans la catégorie inférieure. Il brille en 500. Voilà, il arrive à faire de bons résultats. Pareil, sur surface rapide, hein. À Dubaï, il avait réussi à faire un bon résultat. C'était en début d'année. Bon, pareil, à Marseille, il arrive à domicile. Voilà, en 250, en 500, il peut briller, il n'y a pas de problème. En 1000, on l'a vu arriver à Paris-Bercy, mais bon, tournoi de Paris-Bercy, il n'y avait personne. Donc, il n'y avait pas Sinner, il n'y avait pas. Alcaraz, il est nul sur cette surface. Djoko, il n'était pas là. Il arrive contre Zverev, on voit en finale ce qui se passe, il se fait découper en deux. Donc, non, 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 pour moi, c'est un joueur qui vraiment a montré a atteint son plafond, a atteint son meilleur niveau. Il a même dit lui-même, il est obsédé par le fait d'atteindre le top 10. Il a fait entre guillemets un burn-out parce qu'il pensait à ça. À la limite, arrête de penser à ça, joue relâché, essaie de faire le mieux sur chaque tournoi, arrête d'y penser et peut-être que ça se passera mieux. Mais bon, voilà. Et au-delà de ça, moi, le joueur m'inspire pas plus que ça.
c'est pas un style de jeu qui m'amuse plus que ça, et même la personnalité du joueur me plaît pas plus que ça. Donc tous ces éléments combinés font que je ne le vois pas arriver dans le top 10. S'il arrive dans le top 10, tant mieux pour lui. Mais clairement, c'est pas sur lui sur lequel j'irai mettre mes chevaux. Voilà. Il y a d'autres joueurs français qui peut-être donneront plus de bons résultats. Voilà, Est-ce c'est que, mon avis. est-ce que tu suis cette pensée, PH, ou pas? Et je vais être très clair, moi je suis d'accord avec Thomas. Comme ça, je reprends Allez. son expression. Non, non, mais moi non plus, Humbert, il m'inspire rien. Ouais, la finale à Bercy, c'était assez triste. Moi, je prends en compte l'âge aussi. Pareil, on a des Français qui sont beaucoup plus jeunes et qui ont un potentiel déjà plus certain. Donc, Humbert, ouais, je suis un peu indifférent à tout ce qu'il fait. Le seul point commun que j'ai avec lui, c'est l'année de naissance, mais pour le reste, je regarde ça d'assez loin, malheureusement. Ok, ok. Ouais, ouais, c'est assez joyeux de votre côté. Ah Euh, bah, on se régale, hein. on- On on- l'embrasse, Hugo, en tout cas, ok. On s'il t'aime, nous Hugo. écoute. Moi, je vais être un peu plus clément avec lui. Euh, Franchement, alors, de là ce qui craque le top 10, je ne sais pas. Surtout qu'il va avoir deux titres à défendre là sur le premier trimestre. C'est vrai. Mais j'espère pour lui qu'il nous fera au moins une saison dans le top 20 où il va Ah bah oui, au moins oui bah oui mais quand même. c'était pas sûr là bah, rien que cette année il me semble que sur le milieu de la saison où il n'en touche plus une il descend au-delà donc j'espère que il va réussir enfin, on va dire que son objectif principal, c'est de rester au top 20 de toute la saison, de jamais descendre au-delà. J'espère qu'il va prendre au moins, allez, deux titres. Comme il en prend deux ou trois cette saison, je ne sais plus. Deux cette Deux. saison. Marseille et Dubaï. Ok. Euh, J'espère qu'il pourra reprendre deux titres. Donc, si on reprend Marseille et Dubaï, très bien, mais j'espère qu'il en prendra d'autres. Et puis si sur un Master 1000 sur dur ou même à Wimbledon, le voir euh, tap- taper un quart à Wimbledon Oui, c'est possible. ou une finale ou vraiment une victoire en Master 1000 sur dur. Alors, je te rejoins par contre, Thomas, plus en fin de saison, soit Shanghai, soit Bercy. Enfin, maintenant, enfin Paris, parce que maintenant, ce sera plus Bercy, ce sera à la Défense. Euh, Ça sera Nanterre, même, du coup. enfin, Parce à la qu'on est Défense pointillés. Nanterre, voilà. Euh, ça serait déjà bien. Mais oui, moi, j'espère qu'il restait top 20, qu'il va prendre encore quelques titres et qu'il va nous refaire une saison un peu à l'image de 2024. Il faudrait juste plus de constance. Même si on sait que la terre battue, sa pire surface. euh, Moi, franchement, j'espère qu'il va continuer sur sa lancée, parce que cette année, c'était quand même beaucoup mieux. On l'a vu, bah, il fait un quart à monter Carlo où il perd contre Rude, qui lui, pour le coup, était un expert de la surface. Et je me rappelle qu'il avait vraiment tenu tête à Rude, il perd en 3-7. Mais c'est pas 3-7 ou enfin les 2-7 qu'il perd, c'est pas une raclée non plus. Enfin, il tient, il est là. Bon après il perd parce que bah, Rude en général est quand même un joueur meilleur que lui. En plus sur ta battu, il y a un vrai écart. Mais en soi, c'était tout à fait plaisant et correct. Donc, j'espère qu'avec Chardy, ils vont continuer à travailler ça et que sur Terre, j'ai pas envie que dans le futur, il devienne un joueur comme Manarino sur Terre, où juste il vient, il prend un chèque, il prend un first et salut. Mais j'espère que il a confiance qu'il peut faire quelques petits trucs sur Terre. Alors, de là à chercher un titre, non, mais aller chercher plusieurs quarts, huitièmes de manière constante, je pense qu'il en est totalement capable. Et après, bien sûr, sur le mois de compétition sur gazon, c'est là où il faut prendre le plus de titres possible, hein, et le plus de points possible. Mais oui, moi, un BR, bien sûr, chez les Français, c'est pas le joueur qui fait le plus rêver, mais j'aime bien ce joueur. Enfin, c'est un joueur que j'apprécie, j'ai rien contre. D'ailleurs, à Bercy, j'ai pas compris.
choc qu'avait fait Kachanov après la demi. Euh, mais bon, bref, moi c'est un joueur qui me plaît, même si c'est pas mon préféré chez les Français. Et donc j'espère qu'il confirmera ce qu'il a fait en 2024. On va parler d'un autre joueur. Ouais. Et Thomas, quand tu disais d'un joueur plus jeune, est-ce que tu parlais de Arthur Fils, peut-être? Évidemment. Top 20 mondial qui nous sort une grosse saison où il prend Hambourg, il prend Tokyo. Euh, Hambourg dans un match exceptionnel contre Xeref qu'il bat chez lui. Il prend Tokyo justement contre Anvers. On a quand même eu une finale franco-française en 500 cette année. Top 20 mondial avec des. Mais on sent toujours qu'en Grand Chelem, ça bloque toujours un peu, même s'il a aussi, il me semble, à faire une deuxième semaine à Wimbledon. Mais sinon, cette année, c'est encore un first à Roland contre sa bête noire Arnaldi. Et après, un deuxième tour contre Griekspoor en Australie, deuxième tour contre Diallo à l'US Open, ce qui fait un petit peu tâche quand même. Qu'est-ce que tu attends de Fils, Thomas? Est-ce que c'est la saison où il passe vraiment un cap? Alors, si j'étais un éternel utopiste comme la plupart des Français qui veulent voilà, un successeur à Yannick Noah, je dirais que Arthur Fils, cette saison, c'est au moins top 10. Mais Wow, bon, ok. je ne suis pas un utopiste et je suis beaucoup plus pragmatique. J'ai regardé certains de ses matchs, j'ai suivi sa saison avec une attention quand même assez particulière. Et je dirais que Fils, c'est pas du tout la saison de la confirmation, c'est la saison encore de la progression. Il est top 20, mais voilà, c'est un top 20, mais il n'est pas du tout encore affirmé dans le top 20. Il faut viser le top 15 cette année. Il faut viser le top 15. Il faut débloquer le compteur en Masters 1000, c'est-à-dire pas en gagner, mais faire une seconde semaine. Parce que pour le moment, son meilleur résultat en Masters 1000, c'est un troisième tour à Indian Wells contre Rude. Mais sinon, c'est que des premiers, deuxième, troisième tours. Voilà, à Paris contre Zverev, voilà, à Paris-Bercy. C'est encore un joueur qui brille dans les tournois secondaires, dans les 250, à Lyon, qu'il a déjà gagné. Dans les 500, on l'a vu cette année, il a passé un cap. Vraiment, il a gagné 2 500, donc bravo à lui. En battant, il a quand même battu trois top players cette saison, donc trois top 10. Donc on voit qu'il peut avoir un niveau latent égal au top 10. Le problème, c'est que son niveau moyen est quand même bien inférieur encore. Oui, c'est top 20, top 30, entre 20 et 50, je dirais. Donc, ce qu'il va devoir faire, c'est vraiment passer un cap au niveau de son jeu en général. C'est un gros service, mais enfin, c'est un gros coup droit, pardon, mais il a encore beaucoup de progrès à faire sur les retours de seconde balle adverse. Il les punit pas assez. Ses retours en général aussi, c'est souvent pas très juste. Son revers qui a encore beaucoup de lacunes techniques. Donc, non, Arthur Fils, c'est vraiment la saison de la progression. Il doit s'étoffer encore physiquement, encore techniquement, encore tactiquement. Le but, c'est de encore progresser, d'enchaîner les étapes, d'enchaîner les tours. Voilà, c'est arrêter de perdre, de faire des firsts comme il l'a fait ou des seconds tours contre des joueurs quand même accessibles, hein, Nakashima, Carbales, Muller. Bon, c'est des joueurs contre lesquels il n'est pas censé tomber. Et c'est aussi prioriser sur ses forces. C'est un joueur qui est excellent sur terre battue. Au final, qu'est-ce qu'il fait sur terre battue? Second tour, second tour, second tour et premier tour à Roland. Bon, heureusement qu'il y a Wimbledon qui vient sauver un petit peu un petit peu sauver la saison en Grand Chelem. Mais sinon, c'est quand même pas terrible. Et donc, il doit vraiment recentrer là où il est fort, c'est-à-dire à Roland-Garros, faire des résultats, arriver, faire des résultats. Euh, et en général, oui, essayer de venir gratter quelques places. Voilà, montrer que l'année peut-être d'après, il est peut-être capable d'aller dans le top 10. S'il finit top 10 cette année, je fermerai ma gueule. Mais ce serait quand même une énorme surprise de le voir top 10. Ça veut dire qu'il vraiment, il aura un niveau moyen qui aurait explosé. Parce que c'est vraiment ce qui lui manque. Et dernière petite chose avant de vous laisser la main, il faut aussi casser les jambes d'Arnaldi. Voilà, il faut envoyer Arnaldi à l'hosto pendant un an, c'est tout. Parce que là, on en a ras-le-bol, il se fait à chaque fois emplafonner par Arnaldi dès qu'il le croise. Voilà, je sais plus le H2H, mais c'est ridicule. Bon, voilà, allons-y, laissons-le, laisse Arthur Fils jouer en fait, s'il te plaît. Merci. Ouais, c'est surtout à part ça, les matchs d'un Aldi sont pas non plus fous. C'est Non. juste que contre Suisse où il se transforme et il nous casse notre espoir français. Vraiment pas C'est cool. 4-0 Arnaldi quand même. Putain, c'est bon là. Trois victoires en 2024. Voilà. Il le bat à Miami, à Roland-Garros et aux Jeux Olympiques. Ouais, Donc, bon, vraiment la bête noire c'est ça. de Fils. Fils, moi, le petit problème que j'ai avec, c'est sa constance. Alors, c'est même pas sa constance sur une saison, mais parfois, c'est sa constance sur un match. Ah, ça veut C'est dire vrai.
Ça veut dire que il peut avoir des pics où il enchaîne 3 4 5 jeux de suite, où il est injouable, où sa première elle descend très vite, très fort, que tous ses coups droits passent. Et puis parfois, c'est le même jeu, mais tout dehors. Je peux te couper Et juste un petit peu, Auguste, je veux rajouter un petit truc par rapport à ce que tu viens de dire. J'espère vraiment que ça va pas faire une OG Aliassime. Une Félix OG nullissime. waouh! Parce que vraiment, c'est le même profil, hein. Gros service, gros coup droit, quand il est on fire, il est injouable. Et bah par contre, quand Ouais. ça clique plus, quoi. Voilà. Je vais peut-être être méchant, mais je vais expliquer. Autant je pense, et c'est un peu ce que tout le monde pense, que Phoenix, ça fait deux trois saisons qu'il ne passe plus parce qu'il pense trop et qu'il se prend trop la tête sur un cours. Et alors que Fils, c'est plutôt l'inverse. Je dis pas qu'il est bête, bien sûr que non, je me permettrai pas, mais juste que parfois, tactiquement, il tente des choses beaucoup trop dures par rapport à la situation dans laquelle il est. Combien de fois j'ai de coups droits dans la tête de lui qu'il envoie dans le filet ou dans la bâche parce que ils vont envoyer un missile loin de ligne en bout de course au lieu de juste la remettre croisée et la remettre dans le cours parce qu'il veut finir le point de manière spectaculaire et en un coup alors qu'il est en défense, il se fait balader. Juste calme-toi 2 secondes. En plus, tu as le physique pour. Fais durer l'échange deux, trois coups de plus. Et peut-être que le point, il sera à lui. Mais en fait, surtout avec son coup droit, je le vois trop souvent envoyer des énormes ogives à des moments qui ne sont pas les plus sûrs. Et donc, du coup, ça multiplie son nombre de fautes. Et quand je parlais de sa constance, c'est ça, c'est juste mieux choisir ces moments d'attaque. On sait que tu as un jeu d'attaquant puissant, très offensif, et qui passe par un gros coup droit et une grosse dépense physique. Ça, ok, et il faut miser peut-être sur ça. Juste, faut le faire au bon moment, quoi. Parce que frapper fort dans la balle, c'est pas très dur. Et si tu veux, il y a des Rublev et des Kachanov qui le font très bien, et on voit bien qu'eux aussi, ils sont plafonnés. Mais je pense que Fils peut aller au-dessus de ça, juste mieux choisir ses coups et enfin, mieux choisir sa, sa puissance et ses coups en fonction de la situation dans laquelle il est et juste être un peu plus posé sur le terrain. Et quand il aura passé ce step-là, pour moi, il sera top 10 tous les jours. Mais pour le moment, j'ai besoin d'en voir encore un petit peu plus Arthur Fils et j'ai surtout besoin de voir plus de résultats dans les gros tournois. Tu as fait toute la fiche avant tournoi. Je vais pas la refaire, mais c'est pas normal qu'avec son talent, qu'il ait jamais rien fait de marquant vraiment en Grand Chelem et en Master 1000, c'est pas possible. Et à un moment, faut qu'il réussisse à avoir un niveau plancher. Ça veut dire que en dessous du top 50, il doit plus le perdre. Sauf contre des forts joueurs qui reviennent. Mais à un moment, tu parlais de défaite contre Nakashima ou Carvalho. C'est interdit, ça. À son niveau, c'est interdit. Il peut plus se le permettre. Enfin, tu peux pas dire dans la presse, je vais être numéro un mondial, vainqueur de Grand Chelem, et perdre contre Cabales Baena. C'est impossible. À un moment, il faut juste mettre les paroles au niveau des actes, enfin, plutôt l'inverse, les actes au niveau de la parole et juste trouver un niveau plancher qui lui permette ensuite de craquer le top 10. Mais cette saison, ouais, je pense que c'est encore une saison de repérage et de progression. Et à partir de 2026, là, il faut commencer à mettre la machine en route et à vraiment être dans le top 10 de manière constante, en tout cas. Je vais te laisser parler, PH. Vas-y. Dis-nous ce que tu attends de Arthur Fils et de ce que tu penses de lui, de sa saison dernière.
Bah, ça va être définitivement le podcast des portes ouvertes parce que je vais pas changer beaucoup à votre discours. Je comprends la frustration du manque de résultats dans les gros tournois, surtout vu les attentes qu'il se met. Mais je trouve que c'est notre projet le plus important dans le tennis français actuel et il faut le couver. Je dis pas ça je dis ça pour nous les fans, c'est-à-dire que en 2023, par exemple, il te prend un 250, on était déjà hyper content. Cette année, il fait quand même 2 500. Donc il y a une vraie progression. Ça veut pas dire que l'année prochaine, il gagne Masters 1000 et dans 200, il fait le grand chelem calendaire, mais il y a une vraie progression. Moi, je pense qu'il faut prendre vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de temps avec lui. J'ai aucun doute à un moment donné, il ira assez haut, il sera en capacité de jouer la victoire dans des gros tournois, mais oui, je suis d'accord avec vous. Il peut pas se permettre de continuer à faire des résultats aussi anecdotiques dans les grands tournois. Mais en même temps, à son échelle, il progresse d'année en année. Il gagne des tournois et contre des gros joueurs. Il a quand même battu Zverev en bourse. C'est pas donné à tout le monde. Zverev qui est deuxième mondial, je crois, à l'heure actuelle d'ailleurs, on le rappelle. Donc, c'est quand même un vrai résultat avec un match qui avait été en plus assez fou. Donc, ne soyons pas trop durs et impatients avec lui. Je pense qu'il va monter progressivement. Il a encore que 20 ans, hein. Il est né en 2004 quand même, notre ami, hein. Donc, quand bien même, dans 5 ans, il a encore pas trop de résultats, c'est compliqué. Il aura que 25 ans, en fait. On est trop matrixé aujourd'hui à vouloir que les jeunes gagnent très très vite. Mais il y a des gens pour qui ça prend plus de temps. Arthur est sûrement dans cette catégorie et j'aimerais évidemment qu'il y ait plus de coups cette année et que ça soit plus régulier, mais la saison 2024, elle est meilleure que la saison 2023. Et est-ce que c'est pas juste ce qu'on a envie en fait de voir? Il n'y a pas besoin forcément d'avoir des envolées tout de suite. Donc voilà, j'attends une saison meilleure que celle de l'an dernier. Je pense que c'est jouable, notamment s'il arrive à faire une belle épopée en Grand Chelem ou un dernier carré en Masters 1000. Voilà, juste de la progression. Juste de la progression et que ça aille dans le bon sens. Voilà. Ok, bah, je comprends aussi, et c'est vrai que on en attend peut-être trop de fils maintenant, à seulement 20 ans. Mais après, cette pression, il se l'est mis aussi lui-même, hein, d'atteindre des résultats forts très vite. Avec ses déclats d'être numéro un mondial, Grand Chelem et Après, il l'a dit à 25 ans, non? Il me semble que c'était à 25 ans, j'ai envie d'être numéro un et avoir un grand chelem. 25 ans, ça laisse 5 saisons encore. C'est oui, oui, énorme bien sûr, en bien termes sûr. d'échantillon. Bien sûr. Et puis, on n'est pas là pour taper sur Arthur non plus, juste pour donner juste pour dire ce qu'on pense maintenant à l'instant T. Bien sûr que je serais très content si Arthur était top 10 et s'il prend un grand chelem, ce serait exceptionnel. Ce sera pas pour tout de suite, je pense, tout de même. Et voilà, moi, en tout cas, dans ce que je disais, c'était juste les chemins de progression que peut avoir Fils dans son Mhm. tennis. Mais après, bien sûr, on sera toujours là pour le supporter et que c'est pas comme sur les réseaux où à la première défaite, ça le lynche sur la place publique. Alors que quand il gagne contre Xeref, tout le monde est très content pour lui et dit que c'est le futur numéro un français et numéro un mondial. Bien sûr que non, il y a de la nuance à avoir sur lui. Enfin, en tout cas, instant T en 2024 et pour la saison 2025, on veut vraiment qu'il passe un step dans les grands tournois. Donc, Malgré tout, c'est la chance la plus crédible qu'on a à l'heure actuelle de gagner un grand chelem et il faut miser dessus absolument. bien sûr, bien sûr, bien En sûr. fait, le numéro un mondial, je le prends même pas en compte dans la discussion. Nous, pour notre pays, on a besoin d'un titre en grand chelem. Le numéro un mondial, c'est accessoire. Ouais. On a besoin de ce coup-là, même s'il le fait en étant dixième, huitième, on s'en fout en fait. On veut juste un mec qui gagne un grand chelem. Et Arthur a, selon moi, ce qu'il faut pour. Qu'est-ce que t'as dit, Thomas? Non, pas forcément. Il peut être déjà installé dans le top 5. Elle est combien, Bartoli, quand elle gagne?
Elle était top 10, je crois. Elle était dans le bas du top 10 ou 13e, un truc du genre. Je crois qu'elle était 13e Ok, mondiale. non, non, mais oui, mais après, ça serait pas la même. Bartholé, il a gagné plus sur la fin. Là, Arthur Fils, il gagnait dans les prochaines années. On serait Oui, plus oui. dans un parcours ascendant, mais Ouais, il faut espérer en fait, surtout. enfin voilà. Mm. Moi, j'y crois. J'ai annoncé à quelqu'un de mon entourage qui gagnerait Roland en 2029 pour ses 25 ans, donc on Ok. verra d'ici là. Mais en tout cas, le prono a été posé 4 ans et demi avant. On Oh verra. là là, si ça passe, exceptionnel. L'année de ses 25 ans, ça serait beau. Ouais, À Roland-Garros, bien sûr. Hein, oui. on Bien n'a pas, sûr. enfin, c'est pas qu'on n'a pas envie qu'il gagne ailleurs. Évidemment, s'il gagne ailleurs, ça serait cool. Mais un titre à Roland-Garros, ça serait Ah, exceptionnel. c'est vraiment spécial. Là, je pense que si un Français gagne Roland Garros, on peut avoir. Enfin, après, je sais pas, mais est-ce qu'on pourrait peut-être avoir une ambiance comme une victoire de Coupe du Monde au foot sur les champs? Peut-être. Mais bon, Alors, on casse Internet, en tout cas, ça c'est sûr. ouais, On inondie ça c'est Twitter sûr. de tweets. On fait bugger le réseau. Ah, ça On oui, défonce tout. Hein. ça c'est sûr. Maintenant, on va parler de la meilleure progression française de l'année dernière, qui s'appelle Giovanni Pecci Perica, qui est désormais top 30 mondial, alors qu'il a commencé la saison, il me semble, 165e, enfin au-delà du top 100, ça c'est sûr. Un jeu très atypique, un peu serve-bot, enfin un peu, non, totalement serve-bot, avec ses plus de 2 mètres de taille. Euh, il a vraiment marqué la fin de saison côté français, où il a tout détruit avec son service. Et ah bon, après, il perd à Paris-Bercy contre Kachanov, mais il part prendre. Attends, c'est quel tournoi qu'il prend? Il prend Anvers, il me semble. Non, Euh, Il prend Lyon. il prend Lyon. Et il prend balle. Il Bâle, prend balle, ouais. c'est pas Anvers, c'est Bâle, pardon. Donc il prend quand même 2 titres. Euh, et après, il va s'incliner contre Kachanov à Paris-Bercy en quart. Oui, c'était avant le match contre un BA, il me semble. Euh, Ouais, c'est ça, oui, ouais, contre Karen. donc, Ouais. donc, voilà, on le voit maintenant top 30. Enfin, avant qu'on parle un peu plus en détail sur lui, j'aimerais juste dire que ça fait du bien, je trouve, d'avoir un serve-bot français après toutes ces années à avoir subi Isner, Querrey, Raonic, Anderson, Karlovic, qui nous ont tué tant de matchs. Alors certes, ça reste encore le même principe, mais le fait qu'il soit français, il y a peut-être un côté chauvin derrière. Mais voir un Français performer avec ce style de jeu, je trouve que ça fait quand même plaisir. Et puis, même si c'est pas le jeu le plus spectaculaire, au moins ça mène une variété dans le tennis actuel où il y a quand même beaucoup de jeux qui se ressemblent. Au moins là, ça mène quelque chose de neuf et de différent. Maintenant, quelle saison de 2025 pour Joe? Vas-y, PH, je te lance sur lui. Est-ce que tu penses qu'il va confirmer dès maintenant ou que ce serait un peu une année en dents de scie ou un trou pour lui? Non, je vois pas forcément une saison de la confirmation. Après, dans les Français, c'est pas celui que j'ai le plus vu, mais il est 31e, je crois, c'est ça, mondial. J'ai du mal à voir une montée, par exemple, dans le top 20 ou proche du top 20. Il y a des tournois où il va pouvoir s'exprimer comme Wimbledon, parce que ce qu'il faut dire, c'est quand même que, il a fait que 4 tableaux en Grand Chelem, il a réussi à faire un huitième de finale. Donc c'est quand même assez intéressant. Il perd contre Musetti, qui fait lui aussi une belle saison, donc c'est de bon augure pour la suite. Sa première saison où il est vraiment là, il nous prend 2 titres, dont un en 500. Je crois que c'est la meilleure progression au niveau du classement aussi. Donc, c'est la saison de l'explosion, mais je suis pas sûr que 2025, ça soit la saison de la confirmation dans le sens progression, quoi. Je pense que s'il arrive à se maintenir autour du top 30, 35, 40, ça serait bien. Et s'il arrive à nous rechoper un petit 250 ou un 500, on serait content. Peut-être faire un gros parcours à Wim, du coup, en Grand Chelem, ou peut-être sur un Masters 1000, je sais pas vraiment lequel,
Mais non, j'ai pas de grosses attentes par rapport à Mpetshi en 2025. Mais évidemment qu'on va suivre son parcours. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je le vois pas monter très très haut non plus cette année. Hmm. Plus Euh, consolider les bases. ok. Thomas, est-ce que tu suis PH ou pas? Vraiment, tout à fait d'accord avec PH vis-à-vis Ah, de merci. Perica. Non, non, mais bah, oui, en plus, c'est un joueur qui vient d'exploser, comme tu l'as dit. Donc, on n'a pas de référence vraiment par rapport à ce joueur sur une saison entière. Parce qu'en fait, il a vraiment explosé dans la seconde moitié de la saison. Et finalement, avant Wimbledon, bah, c'est un inconnu du grand public, personne ne le connaît. Dans les tournois du Grand Chelem, il a fait les qualifs à l'Open d'Australie. Il a même pas réussi à aller au premier tour. Donc, oui, il y a un tournant à Wimbledon. Mais bon, au final, il a participé que à trois Masters 1000, à Cincinnati, Shanghai et Paris. Donc de là à dire qu'il va s'envoler et aller dans le top 20, non, je pense pas non plus. Je pense que c'est un joueur justement du fait de son profil atypique qui va vraiment briller à certaines périodes de la saison. Donc comme tu l'as dit, PH à Wimbledon, sur surface rapide évidemment. Donc la saison indoor avec par exemple Bâle, avec Paris-Bercy, toutes ces surfaces-là. Euh, Peut-être qu'il peut aussi briller sur dur en général, mais le dur extérieur c'est quand même plus compliqué. Il y a moins, son service est beaucoup moins impactant et même si au-delà de ça, il a quand même des qualités techniques, on le voit, hein, c'est pas juste un serve-bot, il a quand même un coup droit qui est vraiment très efficace et son revers, il essaye beaucoup de monter à la volée. Donc on sait qu'un Karlovic a réussi à monter top 10 en justement faisant du service volé. Donc après tout, pourquoi pas, hein, mais actuellement, à l'heure du jour, il est encore beaucoup trop jeune, il a encore besoin de beaucoup plus d'expérience. Donc déjà, oui, se maintenir dans le top 30, ce serait déjà très très bien. Et faire une saison complète, voir ce qu'il est capable de faire sur une saison complète. Voilà, on verra. Ouais. Ouais, je pense aussi que pour Joe, là, l'objectif principal, ça va être encore de prendre ses marques sur une saison. S'il peut au moins réussir à rester dans le top 40, ça serait déjà bien. Euh, mais oui, là, il va devoir apprendre à gérer la pression et la fatigue sur une saison complète. Il va devoir apprendre à défendre un titre aussi, très jeune. Alors, ce qui va l'aider aussi, c'est que là, il va pouvoir entrer dans les tableaux des plus grands tournois sur la saison et pas commencer en challenger. Ça, déjà, ça va l'aider. Euh, mais oui, Joe, là, il doit juste trouver ses marques, peut-être préparer le terrain pour le long terme pour 2026, peut-être, mais au moins en 2025, rester sur cette constance, enfin, rester sur cette lancée, où juste il appuie sur ses forces, il surprend encore ceux qui peut surprendre. Voilà, et juste prendre le plus d'expérience possible. On a fait le tour des trois meilleurs Français au classement sur la fin 2024. Bien sûr, on n'oublie pas les autres, que ce soit Monfils, qui nous fait encore autant kiffer, même si à son âge, on n'attend plus vraiment de grands titres ou de performances, mais juste qu'il nous refasse kiffer avec quelques matchs spectaculaires comme contre Alcaraz en août ou avec des coups dont lui seul a le secret. Bien sûr, on pense à Gasquet, à notre Richie national qui prendra sa retraite à Roland-Garros. On espère qu'il pourra bien finir sa grande carrière et puis après tout ce qui est en dessous, enfin en dessous dans le paquet avec Moutet qui sur un tournoi peut nous faire vibrer et puis après avec tous les Alice, les Barrère, Bonzi, Muller, Manarino, euh, Cazot et encore plein d'autres. On espère que on les verra briller en 2025, même si c'est sur des tournois un peu mineurs en 250, en 500, ça nous fait quand même plaisir de les voir performer. Maintenant, on va partir sur la dernière section de ce long podcast avec notre joueur un peu surprise ou joueur à surveiller cette saison. En gros, ce joueur qu'on n'attend pas très haut, qu'on ne voit pas gagner en grand chelem, enfin un grand chelem ou un Master 1000, mais qui pourrait euh, faire, faire tout changer cette saison. Enfin, on l'a vu avec Brunner en 2022, à moindre échelle avec Popirine cette saison. Enfin, des joueurs comme ça. Même si ça peut être aussi
des joueurs déjà connus et établis dans le top 20, mais qui passent vraiment un grand step cette année. Donc voilà. Thomas, vas-y. Je te lance. Qui as-tu choisi dans cette catégorie de joueurs? Alors, bah, je vais pas vous surprendre parce que je pense que il a déjà montré cette année qu'on pouvait compter sur lui l'année en 2025 et que bah il allait très vraisemblablement, sauf si blessure ou grosse surprise, finir dans le top 10. Voilà, je pense que c'est quasiment acté, surtout vu le niveau du top 10. Jack Draper. Jack Draper, pourquoi? Bah parce que il a longtemps été blessé. On avait déjà vu en 2022 qu'il avait fait, il avait été déjà très prometteur. 2023, on le voit pas trop. C'est souvent un joueur qui est blessé. Et là, 2024, fin de saison, fin de saison exceptionnelle, hein, enfin exceptionnelle. Pour un joueur comme lui, pour un joueur au bal, oui. Il fait une demi-finale à l'US Open, il arrive contre Sinner. En Masters 1000, il lâche un huitième à Paris, un quart à Cincinnati. C'est un joueur qui vraiment, quand il est dans un bon jour, bah, il peut jouer vraiment top 10 sans aucun problème. Il a un profil de gaucher en plus, service de gaucher qui est terrifiant. Se prendre son service de gaucher, c'est terrifiant. Son coup droit derrière, il est du genre à rentrer dans le court, à prendre du temps à l'adversaire. Il peut mettre la tête sous l'eau, beaucoup de personnes en fait finalement. On l'a vu, il a fait une run de fou là, à la fin de l'année où il perdait quasiment, il n'arrivait plus à perdre des sets. Donc non, non, il s'est offert des joueurs comme Taylor Fritz par exemple à Paris-Bercy là, d'entrée. Donc c'est vraiment un joueur qui je pense, beaucoup de gens le pensent aussi d'ailleurs, je pense, qui va réussir à passer top 10 l'année qui suit parce que il a le potentiel, il a le jeu, il est aussi très bon à la volée aussi. C'est pour ça qu'il a brillé, qu'il peut briller à Wimbledon. Donc c'est un joueur qui est très fort sur dur, mais aussi sur gazon. Peut-être que la terre battue, bon, peut-être son point faible, parce que son service de gaucher sera un petit peu nullifié. Mais voilà, pour moi, c'est un joueur qui vraiment doit finir top 10 l'année qui vient. Ouais, bah moi là je te rejoins. Il était aussi dans ma liste de joueurs. Euh, mais oui, là, enfin, en fait, le seul point faible de Draper, c'est Draper lui-même, quoi. Enfin, faut pas qu'il se blesse. Et Mm. s'il se blesse pas, oui, il peut vraiment tout détruire sur son passage. Et ce, dès l'Open d'Australie. Et même les petits tournois préparatifs avant. Mais oui, Draper peut être un grand danger pour 2025, pour la concurrence. Et effectivement, si son corps le laisse tranquille, je ne serais pas surpris de le voir top 10 et même, pourquoi pas, top 6 top 7 un truc qui est comme ça, sans aucun problème. PH, vas-y, je te laisse nous dire ton joueur un peu frisson que tu vois cette année. Alors moi, je vais pas faire la même chose. Je vais pas faire la même chose que vous. Je vais prendre un joueur qu'on connaît déjà parce que je souhaite ardemment et presque désespérément son retour. C'est Holger Rune. Ok. Euh, je, on sait tous son niveau actuel. Il y a eu quelques bons résultats en 2024, mais on est loin du joueur qu'on avait découvert à Bercy. On connaît ses problèmes, sa mère, Moratoglou qui est toujours dans les pattes, l'incapacité de garder un staff, euh, un, un mental et un caractère instable sur le court. Il y a plein de trucs, mais je ne peux pas me dire que ce mec va finir gâchis. J'espère d'année en année qu'il va rebondir. Il a encore que 21 ans, donc on est encore au début. J'ai de la tendresse pour ce garçon. Je sais pas quoi vous dire. Ok, il peut être chiant à certains égards, mais quand il est dedans, c'est un super joueur de tennis, donc j'espère vraiment qu'il arrivera à rebondir. Il a tous les coups du tennis en boutique, comme on dit dans le milieu. Donc voilà, il faut que je sais pas ce qu'il faut pour qu'il se remette dans le droit chemin. S'il faut que j'aille poser un cierge à l'église ce soir, j'irai, il n'y a pas de problème, même dans le froid hivernal, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'espère qu'il va nous faire une bonne saison 2025, qu'il va regagner un titre parce que son dernier titre, il date de Munich 2023, donc ça commence à remonter. Il n'y a pas de finale en 2024, il y a deux demi en Masters 1000, je pense que c'est ses meilleurs résultats. Donc voilà, si vous voulez encore monter pardon, dans le train Holger Rune, il n'y a pas de souci. Moi, après Bercy, j'étais en première classe. Je suis descendu en deuxième classe, mais attention parce que je peux vite retourner à la locomotive pour conduire le train.
Donc si vous voulez monter, allez-y, Ouais. je serai le premier à vous accueillir et j'espère vraiment une belle saison 2025 pour Ulger, la saison de la rédemption. Ouais. Alors, juste pour te reprendre, Renault fait une finale en 2024 à Brisbane, qui perd contre Dimitrov. Mais oui, il y a plus de grandes finales. C'est vrai. De mon côté, Je me permets juste de te couper, Auguste, la finale à Brisbane contre Dimitrov, c'est le 30. Ah oui, d'accord, ok, oui, d'accord. non, c'est janvier. Oui, pardon. C'est le premier, oui, oui, Mais c'est le oui, premier tournoi, laisse je tomber. pense que je pense que le tournoi a dû commencer le 31 décembre, mais la Ouais, finale a eu lieu c'est ce le que 16 j'ai devant janvier. les yeux, mais oui, pas de souci. Voilà. Ok, non, y a pas de souci. Bref, de mon côté, j'ai plusieurs joueurs en tête. J'aurais pu parler de Fonseca qui a eu une grosse saison en Challenger, donc qui a commencé l'année 655e, qui là est 145e, quand même une grosse progression. Mais je vais plus aller sur du connu aussi, mais un peu moins haut que ce que vous avez cité. Je vais aller sur Jakub Mancic, qui est actuellement 48e mondial, 19 ans, tchèque, qu'on a déjà vu plein de fois dans des gros matchs cette saison. Il a déjà battu 4 top 10. Il a battu deux fois Rublev, deux fois Dimitrov. Et surtout, moi, ce que j'aime avec ce joueur, c'est que malgré son jeune âge, je trouve qu'il a déjà un jeu très complet, très polyvalent. Et surtout que dans la tête, il a un grand sang-froid. Il y a plein de matchs que j'ai vu de lui, ou sur balle de break, sur balle de 7 sur balle de match. Que ce soit pour ou contre lui, il est là, il est présent, il lâche rien, il y va vraiment avec le cœur, les tripes, et ça joue pas à petits bras. À son jeune âge, c'est déjà très impressionnant. Bien sûr, il a eu plusieurs blessures cette saison qui a fait qu'il n'a pas eu une saison très constante et, euh, et aussi haute qu'espéré, parce que après son premier trimestre, on pouvait s'attendre à quelque chose de gros. Après, c'est vrai que la terre battue, c'est pas encore son terrain de jeu le plus facile pour lui, mais sur dur principalement, mais également sur gazon, je pense qu'il peut faire de grandes choses. Et je pense que ça peut vraiment être le cas, un peu à l'image d'un Draper, si son coach le laisse tranquille, il peut aller très haut. Alors peut-être pas top 10 dès 2025, mais peut-être dans 2 ans. Mais cette année, je le vois bien prendre au minimum son premier titre sur ce circuit, et je le vois même en gagner plusieurs. Alors, bien sûr, pas dans les gros tournois, mais en 250 et en 500, je le vois bien en gagner plusieurs et s'installer dans le top 20. Alors, enfin, donc, du coup, entre la 10 et la 20, mais vu son jeu, vu la concurrence, euh, et vu que sa surface principale reste le dur, que ce soit dehors ou à l'intérieur, euh, donc je pense vraiment qu'il a un coup à jouer, Jakub Mancic. Et de toute manière, le tennis tchèque en ce moment, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, ont des beaux joueurs devant eux, que ce soit aussi avec Matchak, avec Lejka chez les hommes, ou avec toute la clique chez les femmes, que ce soit Mukrova, Snežková, les frères Fruhvirtova et encore bien d'autres. Et donc, toute cette émulation tchèque, franchement, je la vois bien haute en 2025. Et donc Jakub Macic chez les mecs. J'aurais aussi pu parler de Marash, enfin Mačák, Marash, qui, cette saison a été un des rares joueurs à avoir battu Djokovic et Alcaraz. Euh, et qui aussi a fait une saison assez complète. Mais voilà, il fallait faire un choix. J'ai choisi Magic. Euh, et donc voilà, pour mon choix de joueurs à surveiller. Bien sûr, il n'y en aura pas qu'un, il y aura plusieurs à surveiller, bon, mais on ne pouvait pas faire une liste complète non plus, sinon ça aurait duré beaucoup trop longtemps. Donc voilà.
si Thomas, Perche, vous avez rien d'autre à ajouter, je pense que c'est le bon moment pour conclure ce long podcast qui aura duré plus d'une heure, forcément. Donc voilà, une preview du circuit masculin assez complète. Et vous avez de tout, des top players, des Français, des joueurs un peu plus bas. Dites-nous aussi en commentaire qu'est-ce que vous voyez pour les joueurs qu'on a cités, ou voire pour d'autres joueurs, et quelle est votre surprise de la saison pour 2025. Nous, on se retrouve dans quelques jours pour la preview maintenant WTA féminine avec une autre équipe, mais ça sera également très plaisant pour vous à entendre. D'ici là, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis on vous dit à la prochaine. Salut!